Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. La crise maniaque est mortelle. Je me suis retrouvée dans une situation de mise en danger terrible en fait. J'ai été alcoolisée, j'ai été violée. Il y aurait eu un couteau en plus sous la gorge, on me tuait. Hein. Je vais voir un médecin généraliste et il me dit « vous êtes maniaco-dépressive ». Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. C'est quelqu'un d'hypersensible. On comprend sa vision de la vie, sa richesse, ce qui fait sa singularité. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Marie Alvéry. Souffrant de bipolarité, cette femme de 52 ans a été diagnostiquée tardivement. Longtemps, ses jours ont été menacés par cette insidieuse maladie. Heureusement, depuis 8 ans, un traitement a stabilisé sa vie. Aujourd'hui, elle veut montrer que tout ne s'arrête pas avec la bipolarité. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci, moi aussi. Vous me suivez, je vais vous proposer un petit café, un thé, un jus de fruits. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je veux bien un petit café. Petit café. Merci. Comment vous sentez? Bah, écoutez, je me sens bien. Bon, je suis ravi de vous rencontrer. Vous venez parler d'une maladie Merci. invisible Ouais. qui touche 800 000 personnes en France et que tout le monde croit connaître, mais qu'en fait on comprend mal. Alors cette maladie s'appelle? La maladie bipolaire. Et alors on a l'impression que c'est une maladie à la mode. Alors en fait c'est le mot qui est nouveau. En fait on appelait ça comment avant? La maniaco-dépression, Ouais. qui est un terme beaucoup moins joli et qui fait peur. Et c'est une maladie très mal connue, très stigmatisée. La maladie psychique, oui, il faut en parler. Et elle se concrétise comment, cette maladie? Il y a différents types dans la maladie bipolaire. Hein. Il y a le type 1, type 2 qui sont les plus connus. Moi, je suis type 1 avec des grandes phases de crise maniaque, suivies de fortes dépressions. Donc la crise maniaque, c'est on décolle de la réalité, une sorte d'euphorie qui dure 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Et puis, pour le type 1, la grande crise maniaque, on se retrouve à l'hôpital après, forcément, ou alors ça se passe très mal. On peut en mourir aussi. Et s'ensuit une période de dépression. Vous n'avez pas fait de crise depuis 8 ans. Oui, exactement. Donc on verra tout à l'heure pourquoi. Vous allez surtout nous dire comment on vit avec cette maladie, comment on peut la diagnostiquer, parce que c'est difficile à diagnostiquer au départ. Très difficile. Et puis l'entourage, comment est-ce qu'on doit se comporter avec quelqu'un qui souffre de cette maladie. Donc je peux vous demander pourquoi vous avez choisi d'en parler publiquement? Parce qu'elle fait peur, qu'elle est mal connue, qu'on amalgame des tas de choses. Vous savez, il y a même des gens pour dire que les djihadistes aujourd'hui, ils sont des malades psychiques. Donc quand on entend ça, c'est grave, quoi, pour la maladie psychique. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame. Bon, vous allez me dire comment vous avez réussi, vous, à trouver l'équilibre, à choisir la vie. C'est une formule à vous, parce que vous êtes aussi maman, épouse. Oui. Et on va parler de tout ça. C'est la première fois qu'on se rencontre, là, tout de suite. Et je vous ai demandé, avant de venir, si vous pouviez m'envoyer des photos de votre existence pour savoir qui vous êtes, comprendre un petit peu qui vous étiez avant que ça se déclenche à l'âge de 20 ans. Et je me suis permis d'exposer ces photos dans l'atelier. Donc je vous laisse parcourir la maison et on se rejoint dans le salon. Ça vous va? Dans le salon. Très Ok. bien. C'est par ici. À tout de suite.
quoi l'émotion qui domine? Bah, ça fait drôle parce qu'il y a l'avant et l'après. Avant et après quoi? L'avant-diagnostic et l'après-diagnostic. Et puis il y a une période de la vie où j'ai même pas eu une hospitalisation. Je pensais que la vie c'était un long fleuve tranquille. Enfin, peut-être pas complètement parce que j'ai pas eu une enfance très heureuse. Donc voilà. Alors on va en parler pour effectivement comprendre qui vous étiez avant que ça vous arrive pour la première fois, cette crise. Quand on regarde cette photo, la photo de la petite fille que vous étiez, si on imagine que par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je lui aurais dit ta vie ne sera pas comme ce que tu imagines, mais c'est pas grave. Elle sera belle quand même. Marie a grandi à Paris dans un milieu bourgeois à l'éducation stricte. Ses parents auront 4 enfants. Marie, petite dernière de la fratrie, aura bien du mal à trouver sa place au milieu des contradictions familiales. Une organisation familiale extrêmement, extrêmement macho. Puis hiérarchique, c'est-à-dire qui donne la place aux aînés, et voilà. Alors dans ce système-là, quand on est une fille et en plus numéro 4, il n'y a plus beaucoup de place. Une famille très protestante. Ça nous dit quoi, ça? Beaucoup de principes moraux. Par exemple, j'aime bien le ton que vous prenez quand vous le dites. Oui, beaucoup de principes moraux. C'est, par exemple, faut pas faire de compliments aux enfants parce que sinon, ça va les rendre orgueilleux. Vous ne semblez pas d'accord avec ce principe? Donc jamais un compliment. Jamais. Donc voilà, beaucoup de principes moraux. Il faut faire ci, il faut pas faire ça, etc. Même si ma mère était quelqu'un de très excentrique. Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que elle avait des tenues vestimentaires complètement décalées par rapport à son milieu. Une fois, elle va à une soirée déguisée chez des amis. Elle arrive, elle était laborantine, elle travaillait avec des souris. Elle arrive avec un collier de souris mortes au cou. Et attendez, elle avait même envisagé d'endormir les souris pour qu'elles se réveillent au cours de soirée. Très créative. Très créative. Mais le fait est qu'elle l'est. Une maman qui prend de la place, c'est ça que vous voulez dire? Une maman qui prend de la place, mais surtout qui s'occupe pas beaucoup de ses enfants. Et le papa, il est où? Et le papa, il voyageait beaucoup, il voyageait longtemps, il n'était pas souvent là. Et il avait très clairement délégué l'éducation de ses enfants à sa femme. Et quel genre de petite fille vous êtes, à la maison et à l'école? À la maison, j'étais sombre, j'étais malheureuse, j'étais angoissée, je dormais pas la nuit. Il vous manquait quoi, en fait? De l'affection? Oui. De l'attention? Oui. Et à l'extérieur, j'étais gaie, joyeuse, j'avais des amis et tout se passait bien. Donc j'étais vraiment lune et soleil, quoi. À 15 ans, vous allez quitter le domicile familial. Dans quel contexte? Pour quelle raison? Je suis allée vivre chez mon oncle et ma tante. C'était une idée de mes parents. Parce que 15 ans, j'étais en pleine adolescence et ça se passait très très mal entre ma mère et moi. Les frères et sœurs étaient partis de la maison. J'avais plus de place, plus d'occasion de m'exprimer. Et j'étais... je laissais rien passer à ma mère. Oui, quelque part, je l'ai torturée. Et elle aussi, quoi. Vous lui reprochez ce qu'elle est et ce qu'elle fait? Ouais, tout. Et donc, elle a l'idée de vous envoyer chez votre tante. Donc, voilà. Et vous allez vivre ça comment? Au départ, j'étais un peu angoissée. Et puis ça s'est avéré très bien parce que j'étais dans un lycée formidable, que mon oncle et ma tante étaient gentils, bienveillants, attentifs. Et je me sentais indépendante comme ça. À 15 ans, c'était chouette. Marie est une élève brillante et obtient son bac.
Toujours en recherche d'indépendance, elle part aux États-Unis pendant 1 an. En 1989, elle est de retour et poursuit ses études. Je reprends contact avec la personne qui va être mon futur mari. On se connaissait depuis de nombreuses années. Il me courtisait pas mal. Voilà, bon, au début, j'étais pas très intéressée, etc. Puis bon, c'est vrai qu'il y a eu un, un switch là. Voilà, j'explique pas. Je suis tombée amoureuse comme ça. Vous allez tomber amoureuse de celui qui deviendra le père de vos enfants. Mais particularité, il est le grand frère de votre meilleure amie. Il est le grand frère de ma meilleure amie. Et ça, c'est pas facile à vivre. Ben, ça n'a pas été facile du tout. Il faut voir que cette meilleure amie, on s'écrivait des lettres d'amour, hein, j'ai envie de dire. Une amitié fusionnelle, en tout cas. Une amitié très, très fusionnelle. Mon futur mari, donc son frère et elle étaient très, très rapprochés aussi. Parce que bon, ils avaient perdu leur mère suicidée quelques années avant. Et donc, je pense que mon amie a senti tout ce qu'elle aimait s'éloigner d'elle. C'est-à-dire son frère et sa meilleure amie. Il y a eu un tourbillon émotionnel entre nous trois. Un dilemme sentimental. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes entre votre meilleur ami, avec qui vous avez une relation fusionnelle, et celui qui deviendra l'homme de votre vie, quoi. Ouais, exactement. Et donc, comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Bah, ce dilemme, on s'est vraiment torturé. Ça fait naître ma première crise maniaque. C'est ça. C'est qu'en fait, ça va apparaître dans votre vie à un moment de tsunami émotionnel, en fait. Voilà. J'ai commencé à être très, très excitée, à être très exaltée, à être très désinhibée, à ne plus dormir. Ça veut dire quoi, très exalté, très désinhibé, concrètement? C'est penser que le monde est formidable, extraordinaire, que tout est beau. Ça, je l'ai reconnu, évidemment, à toutes mes crises maniaques, notamment à certaines. Je vais dans la rue, je parle à tout le monde. Tout le monde est mon copain. Tout le monde est formidable. Ça, c'est dans les crises maniaques? Ouais. J'ai envie de vous dire où est le problème. Vous donnez la sensation que c'est quelqu'un qui n'a pas de peur, qui n'a pas peur des autres. Moi, c'est ça que je retiens quand vous le racontez. En fait, évidemment, ça n'est pas que ça. Alors, d'abord, ça n'est pas que ça. Et puis même, pas peur des autres, c'est un problème, parce qu'on se met en danger. Or, dans le monde, il y a quand même des méchants. Mais au fond, le danger sera moins pour les autres qu'elle-même. L'euphorie la gagne, Marie ne dort presque plus. Naturellement, sa santé se dégrade. Au début, vous vous couchez à, je sais pas, 2 heures du matin, vous vous réveillez à 5, et puis vous êtes en super forme. Puis le deuxième jour, super, je vais recommencer, j'ai pas besoin de dormir. Puis le troisième jour, puis le quatrième jour, puis après vous dormez plus du tout. Et puis vous êtes en super forme parce qu'on a quand même des... Et puis ça vous modifie, en fait. L'humeur? Ouais. Ça rend plus excité. Vous vivez sur les nerfs, en fait. Et donc ça, on parle de la première fois. Qui se rend compte de ça? D'abord, est-ce que vous-même, vous vous rendez compte de cet état? À la fois, je me rends compte que je vais très bien, puis en même temps, j'ai quand même des crises de larmes, etc. Enfin, que tout ça est très bizarre. Et puis, mon amoureux s'en rend compte, mon ami s'en rend compte, ils disent « mais elle est malade, il faut qu'elle voie un médecin, etc. » Puis dans ces cas-là, on ne veut pas être malade. Mais eux s'inquiètent de quoi, par exemple, autour de vous? Je crie, puis j'ai des discours extrêmement enflammés, etc. Et puis je pleure, et puis j'hurle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crie énormément, j'ai des espèces de crises de nerfs. Alors ça, c'est pour cette crise-là. Après, chaque crise a ses manifestations. Donc, il y a un comportement différent, bizarre, vous disiez. Autour de vous, les gens s'inquiètent. Vous disent qu'il y a un problème, mais vous ne voulez pas le voir. Et finalement, vous allez à l'hôpital. C'est votre décision? Alors, la première fois, c'était ma décision. Je me suis dit, voilà. Alors, moi, j'imaginais l'hôpital comme une maison de repos. On s'occupe des gens, on les écoute, on leur parle et voilà. Enfin, avec un petit jardin, la nature. Quand vous le demandez, c'est ça.
Ouais. Vous attendez du repos C'est ça, et de l'attention. oui. Et en fait, Et en fait, je me suis retrouvée derrière des barreaux, ou presque, dans un hôpital à l'ancienne, en plus, absolument pas outillé, où je me suis retrouvée dans une chambre à deux avec une femme de 30 ans de plus que moi, qui m'a dit, moi, ça fait 18 ans que je suis là, etc. on Non, ne sait pas à ce moment-là que vous êtes bipolaire. Et donc, on pense que c'est quoi? Les médecins pensent qu'il s'agit de quoi? ah, je n'en sais rien. Ils ont été en contact avec mon père. Ma mère était complètement dans le déni, avec mon père. Et je ne sais absolument pas ce qu'ils ont dit à mon père. Pourtant, vous êtes adulte, vous avez 22 ans. Ouais, 22, 23. Jamais su. Parce que s'en est suivi une période de dépression très forte après. Et j'ai jamais posé la question. Et donc, vous sortez de l'hôpital au bout de combien de temps? 3 semaines et demie, Avec des médicaments? avec un traitement de cheval. Mais à ce moment-là, on pense traiter la dépression. Oui. Sans doute m'ont-ils confondu avec une dépression nerveuse. Et on verra tout à l'heure ce qui se passe quand on est bipolaire et qu'on prend des médicaments pour la dépression. Parce que c'est pas Oui. tout à fait le même traitement, en fait. Exact. Ben, non seulement c'est pas le même traitement, mais ça peut faire repartir. Mais moi, j'avais un tel traitement que il y avait un médecin ami de mon père qui a dit, je sais pas comment elle peut se lever le matin avec un truc comme ça. C'était dingue. Je crois, il m'avait vraiment assommé, quoi. Assommé. J'ai mis presque un an à m'en remettre. Vous avez quel souvenir de cette année-là? J'étais un robot. Je me suis dit, bon, je vais quand même à la fac parce que faut bien que je fasse quelque chose de mes journées. Puis, je voulais pas de trous dans mon CV, tout ça. Enfin bon. Donc, instinct de survie, quand même. Ouais, un instinct de survie, ouais. Donc, vous allez à la fac, vous suivez des cours. Je Cette ne année-là, comprenais quel souvenir rien vous avez de à cette ce, année? à ce que disaient les profs, mais rien du tout. Votre amoureux est toujours là à ce Ouais. moment-là? Toujours. Accroché, hein. Vous dites ça avec un joli sourire, en tout cas. Oui, Parce que d'autres se seraient détournés. bien sûr. Après cette crise, Marie vivra 8 années de bonheur. Mariage, puis premier emploi dans une grande société de presse et enfin, premier enfant, un garçon. Sa première crise est oubliée, pourtant, une trace subsiste, une inquiétude lancinante. Je continue à avoir un psychologue quand même, qui ne comprend rien de ce qui m'est arrivé, moi non plus. Et comme j'étais dans ma famille et absolument dans le déni par rapport à ça, Ça veut dire quoi, au fond, on est dans le déni? Ça veut dire que quand vous voulez en parler, tac, on passe à autre chose? non, moi j'en parlais pas et personne ne m'en a parlé. J'ai jamais dit à ma mère que j'étais bipolaire. Alors si, je lui ai dit récemment, elle a 84 ans, elle me dit, toi, bipolaire? Mais non, t'es en pleine forme. Maman, j'ai été hospitalisée 7 fois, tu te souviens? Ah non, je n'en ai aucun souvenir. Donc ça s'appelle le déni. Ça s'appelle le déni. Et donc, on revient à cette période où tout se passe bien, pendant 8 ans, une vie que vous qualifiez de normale, en tout cas il n'y a aucune crise. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer alors, au bout de 8 ans? Alors, j'ai eu mon premier bébé, puis 2 ans après, j'ai été enceinte une deuxième fois. Et là, j'ai attrapé le CMV, le cytomégalovirus, qui est un virus comme une grippe, pour un porteur en bonne santé, mais chez les fœtus, les vieillards ou les personnes malades du sida, ça peut être dévastateur. Puis à 7 mois et demi, il y a une échographie qui... non, là, le cerveau du bébé est très endommagé. Et là, on nous a demandé si on voulait faire un avortement thérapeutique. Évidemment, le premier réflexe, c'était de vouloir garder le bébé. C'était un bébé qui ne parlerait sans doute pas, qui ne marcherait sans doute pas, mais on ne peut pas le dire à 100%. Et je me suis dit, le bébé aurait été là, on l'aurait accueilli, bien sûr, mais après, dire, ouais, je veux un bébé handicapé. Et pour nous, et pour lui aussi. Ouais, mais c'est un sujet dont on ne parle pas dans cette France catholique, parce qu'on est lâche quand on a fait ça, qu'on n'est pas courageux, qu'on n'a pas osé affronter la vie. Alors que je peux vous dire, s'il y a un truc de courageux que j'ai fait dans ma vie, c'est d'accoucher de mon bébé mort. Et alors ça, c'est un truc, vraiment.
pire que les hospitalisations psychiatriques. Courageuse, Marie fait taire sa souffrance et très liée à son mari, il décide d'avoir un autre enfant. 4 mois après le drame, Marie est de nouveau enceinte. J'ai été prise par cette nouvelle grossesse, mon bébé, 1 an de ma nouvelle petite fille, etc. Enfin, elle a 1 an, tout se passe bien. Et puis là, c'est là où je m'effondre. Il va y avoir un événement déclencheur, ça arrive à plein de parents, vous perdez la trace de votre enfant dans la rue. Ça arrive à disparaître pendant 1 heure. Et que cette charge émotionnelle négative... Ah ben voilà, c'est ça. C'était 1 an après, non 2 peut-être, la disparition de mon bébé. Et ben en fait, ça, les connexions dans le cerveau se sont Disparition. faites tout de suite. Disparition d'un enfant. Voilà, ça a projeté complètement dans les 2 années précédentes. Et ça a réveillé des douleurs, des souvenirs, toute la morbidité liée à cet événement de mon avortement thérapeutique m'est revenue à la figure. Complètement. Et je lui confectionnais un faire-part. Je ne parlais que de cette petite fille décédée. Enfin, et puis, je suis allée au cimetière de Thiais, où elle est enterrée. Elle n'a pas été enterrée par nous. Elle a été enterrée par l'hôpital. On aurait pu choisir un enterrement, mais bon, c'est dit, on ne peut pas condamner notre enfant, puis après, le pleurer à l'enterrement, quoi. Mais bon, j'aurais dû. Ça, c'est une vraie erreur. C'est qu'il a fallu que ce petit bébé, il ait sa tombe, quelque part. Et en fait, ils étaient dans le cimetière de Thiais. Il y a un grand pré, sans tombe. Ils appellent ça le carré des anges. Et tous ces fœtus mort-nés, ils sont enterrés là. Et moi, je suis allée dans le cimetière la nuit et j'ai cherché mon bébé. Tout ça alors que j'avais pas dormi depuis peut-être 1 semaine, que je m'étais pas alimentée, que je fume 3 paquets de cigarettes par jour. Enfin bon, c'est que je bois 25 litres de café. Enfin bon, donc voilà, c'est dangereux, très. C'est là que vous allez faire votre 2e séjour à l'hôpital. Ouais. Et là, à ce moment-là, on diagnostique quoi, cette 2e fois? Rien. On m'a mis dans une clinique à Saint-Mandé et on se trompait de médicaments. Un jour, je me suis rendu compte qu'il s'était trompé de médicaments avec mon voisin qui avait une hépatite C. Bon, très sérieux. Et puis, on croyait à ce moment-là que j'étais en dépression nerveuse, une fois de plus. Et on n'avait absolument pas relevé les symptômes de la crise maniaque. Donc, j'ai été extrêmement mal soignée. Enfin, j'y suis restée. Je me suis bien amusée dans cet établissement. J'avais une copine, on chantait sous la pluie. Et on se disait, bah, c'est bien, elle est dépressive, donc ça lui fait du bien de chanter sous la pluie. Tout le monde est à côté de la plaque à ce moment-là. Tout le monde. C'est hallucinant. Parce que moi, j'ai quand même perdu des plumes dans l'histoire. Hein. J'ai quand même eu des arrêts de travail, des machins, des trucs. Oui, j'aurais pas eu tout à fait la même vie quand même. Le fait de ne pas être informé, de ne pas avoir de diagnostic, quel genre d'erreur on peut faire? C'est-à-dire, en fait, normalement, en crise maniaque, je vais à l'hôpital, alors là, ça le pétria, ça va bien, il me donne un médicament, mais alors, redoutable, qui stoppe la crise maniaque en 12 heures ou 24 heures. Voilà. Et donc après, c'est la chute. On revient sur Terre, en quelque sorte. Hein. On se rend compte qu'en fait, c'est pas si drôle et que, voilà, on a cassé quand même beaucoup de choses autour de soi et qu'il va falloir un peu se mettre au boulot pour reconstruire. Voilà. Mais avant qu'on ne me donne ce médicament, c'est-à-dire qu'avant qu'on ne m'ait diagnostiqué bipolaire, on ne me donnait pas ce médicament pour arrêter la crise maniaque. On voit des psychologues, mais les psychologues ne sont pas des médecins. Donc, eux ne peuvent pas diagnostiquer? Non. Il faut que ce soit un psychiatre. Ouais. Vous savez, une crise maniaque, on peut en mourir, c'est surtout ça. Comment on peut en mourir? Vous sautez du 6e étage, pouf,
finalement c'est facile la vie, je vais voler, etc. Puis Une vous sorte de êtes comme- désinhibition et pas de peur. Oui, puis un décollement par rapport à la réalité. Et vous roulez à 250 km sur une autoroute. Si, la crise maniaque est mortelle, vraiment. À 32 ans et faute de diagnostic, Marie reste à la merci de ses pulsions. 2 ans plus tard, elle va elle-même être confrontée au danger lors d'une 3e crise. C'est à cette occasion que les spécialistes vont enfin mettre un nom sur sa maladie. Je me suis retrouvée dans une situation de mise en danger terrible, en fait. C'était le café louche du coin. Je vais aller dans ce café demander du feu parce que dans la rue, personne me donne de feu pour ma cigarette parce que là, j'en fume 3 paquets. J'ai été alcoolisée, j'ai été violée, j'ai été... je veux dire... il y aurait eu un couteau en plus sous la gorge, on me tuait, hein. Enfin, c'est pas que je... On n'a pas le discernement et on voit pas le danger, c'est ça? Ouais, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est à la suite de cet événement que vous êtes diagnostiqué. C'est vrai. Et donc là, qui vous le dit? On vous le dit comment? Et qu'est-ce que vous ressentez? C'est mon médecin de ville, mon psychiatre de ville, hein, qui me vient me voir à l'hôpital, à Salpêtrière, et qui me dit vous êtes maniaco-dépressive. À l'époque, c'était ce mot-là. Et j'étais tellement dans les choux. Vous savez, moi, il y a une infirmière qui m'a, quand je suis revenue ma nuit, tout ça, qui m'a fait boire des litres de café. Parce que mon cœur s'arrêtait de battre. Vraiment. Et je me souviens de ces litres de café. Et j'étais tellement dans les choux que il pouvait me dire vous êtes maniaco-dépressive, ceci, cela. Alors là, ça me passait complètement Donc dessus. pas de réaction particulière. Non. Qu'est-ce que le diagnostic va changer justement dans votre vie? Lithium. Je suis au lithium. Très efficace. C'est-à-dire? C'est efficace dans la régulation de l'humeur. Après, c'est un dosage, c'est ça? Ouais. Il faut trouver le bon dosage. Mm. Donc ça prend du temps. Et en effet, le bon dosage n'est pas facile à déterminer. Les médecins mettront plusieurs années durant lesquelles Marie va traverser 4 nouvelles crises maniaco-dépressives. Vous continuez d'être maman, d'être épouse. Comment vous arrivez à vivre ces situations-là? Alors, c'est compliqué. Quand je reviens de l'hôpital, mon mari a tout pris en main pendant que j'étais à l'hôpital, mes enfants, son boulot, la maison, tout tiré au cordeau. C'est génial, sauf que quand je reviens de l'hôpital, j'ai plus trop ma place, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un super papa-maman qui est là. Moi, je suis un peu une loque à côté, quoi. Donc quel genre de maman vous êtes du coup? Voilà, je suis une maman service minimum, hein. Alors, je me lève le matin, je les emmène à l'école, je fais les repas, etc. Mais sans plaisir, je fais la tête. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts quand même pour être à la hauteur, entre guillemets. Parce qu'il y a la culpabilité de ne pas être à la hauteur, alors que vous êtes vous-même victime Exactement. d'une maladie. Mais vis-à-vis de mes enfants, c'est moi qui suis la responsable d'eux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai jamais parlé de la maladie pour pas les embêter avec ça. Et bon, c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire? Les avantages, c'est qu'effectivement, on peut pas dire ils l'ont vécu, ça c'est sûr. Mes hospitalisations, mes crises maniaques, parfois même je les ai entraînées dans mes crises maniaques. C'est-à-dire? Moi j'ai pris mon fils quand il avait 10 ans et on habitait Bruxelles et je lui ai dit écoute, tu choisis entre papa et maman maintenant. Et puis papa est extrêmement dangereux, il est d'extrême droite. Ça vous fait rire?
Oui. Pourquoi ça Ça vous me fait fait rire? rire. Ben, ça me fait rire parce que c'était Vous demandez vraiment d'où ça sort, quoi. n'importe quoi. Vous Mais demandez d'où ça sort, oui. d'accord. Et d'ailleurs, il a une maîtresse en Hollande. C'est pour ça qu'il y va tout le temps, etc. Enfin bon, Donc des délires, en fait. ouais. Et donc, j'ai pris mon fils et je l'ai emmené en train à Paris. Et je sais pas ce que je voulais en faire à Paris. On habitait Bruxelles. Et mon mari, je sais pas comment, a compris ce que je faisais. Il a pris la voiture, il a fait Bruxelles-Paris, alors là, je pense à 200 km à l'heure. Il a eu peur d'un kidnapping d'enfant. Et quand on est revenu à Paris, il y a sa sœur. Il avait dû la prévenir, qui nous a accueillis en fait. Moi, j'ai refusé de voir mon mari. Pour moi, c'était un grand méchant infréquentable. Et mes enfants, c'est ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari qui les a pris. Et moi, j'ai fini chez un psychiatre qui m'a dit hôpital tout de suite. J'ai dit non, pas question. Et je suis allée dormir chez une amie pour n'y aller que le lendemain. En fait, j'avais pas eu beaucoup de sursis. Et donc, mais pour mon fils, ça a été un vrai traumatisme. Enfin, il m'en a jamais parlé, hein, mais je sais. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 19 ans et 22 ans. Et vous avez quel type de relation avec eux maintenant? Oh ma fille, on est proches. Elle me parle beaucoup d'elle. Beaucoup d'elle, puis elle est assez avide de souvenirs de moi. Et mon fils, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand j'ai écrit le livre sur le témoignage de ma vie, il m'a dit qu'il ne l'avait pas lu et il me l'a renvoyé à la figure, quoi. Et voilà. Et vous avez fait le choix d'écrire, c'était il y a 3 ans, pour justement être comprise? Je pense que dans l'histoire des autres, on se reconnaît toujours un peu soi-même. Moi, quand j'ai lu le livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui parle de sa mère bipolaire, elle décrit les crises de sa mère, qui mettait des aiguilles dans les yeux de sa fille. Bon, c'est un truc très spécifique, hein. Moi, j'ai jamais fait ça. Et ben pourtant, quand elle a décrit ça, je me suis dit, c'est mon histoire. Et ça touche 800 000 personnes dans ce pays. 8 ans sans crise. Donc, on sait pourquoi on n'a pas de crise depuis 8 ans? Oui, bien sûr, il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi parce que je me connais beaucoup mieux. Et le fait de vous connaître personnellement permet d'éviter les crises? D'abord, j'ai fait des TCC, les thérapies comportementales cognitives. Alors, on en parlera avec un spécialiste tout à l'heure. Ouais, ça c'est très important. C'est par exemple, on va savoir, moi quand je commence une crise, par exemple, je me mets à fumer beaucoup, enfin beaucoup. Je téléphone beaucoup, j'ai besoin de parler, je suis volubile, machin, etc. Je commence à ne plus dormir, je ne m'alimente plus, voilà. Mais chez quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Donc vous observez vos propres symptômes. Voilà. On observe ces symptômes. Ensuite, on a des zones d'alerte, etc. On se fait des températures de l'humeur. Voilà. Aujourd'hui, je suis à -2. Aujourd'hui, je suis à +3. Si je suis à 4, attention. Et alors, quand on est à 4 et qu'on dit attention, qu'est-ce qu'on fait? On appelle son médecin. D'accord. Vous savez, dans l'échelle de l'humeur, on nous a appris ça. On est entre 2 et -2. Tout le monde. Enfin, quelqu'un de non bipolaire, il est en passant par 0. Donc aujourd'hui, je suis à +1, +2. Quand ça va pas bien, je suis à -2 et tout. Un bipolaire, vous savez de combien à combien il va? De -10 à +10. Voilà, en termes d'humeur. Et ben, c'est ça. Donc, et à 5, on est hospitalisé. À -5, on est hospitalisé. En fait, vous êtes en mesure d'observer ces débuts de crise et donc d'être prise en charge, en fait. Oui. Alors, je dis pas que je ne serai plus jamais hospitalisée. Hein, ça, en tout cas, ça fait 8 ans. Rien. Mais en tout cas, ça fait 8 ans.
Et puis bon, j'ai un traitement, bien sûr. Et je vais rencontrer l'une de vos meilleures amies, qui est la sœur de votre mari, de l'homme de votre vie, qui était donc si fusionnel déjà à l'adolescence. Donc elle connaît tous ces épisodes. Vous allez me la présenter, me dire pourquoi c'est important pour vous qu'elle soit là. Et elle va m'aider à vous comprendre encore mieux. Et puis il y a un spécialiste, un professeur, un psychiatre, qui connaît bien cette question et qui va nous expliquer pourquoi c'est si compliqué à diagnostiquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire, comment les gens peuvent se reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre témoignage? On n'est pas foutu quand on est bipolaire, déjà. Et puis, on peut s'en sortir, qu'il faut bosser, beaucoup. Et puis l'autre information, c'est qu'il y a des gens formidables sur Terre. Votre mari est toujours à vos côtés? Bah oui. Oui, mon mari est toujours à mes côtés. Il aura... Vous savez, on a 25 ans de mariage. Je crois que c'est comme si on avait 75 ans, avec tout ce qu'on a vécu. Ça, c'est du mariage, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, merci de votre confiance. Merci beaucoup. Merci à Je vais vous. les chercher à tout de suite. Lorsque mes invités, comme Marie, racontent la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir presque facilement. Pourtant, une question s'impose. Comment a-t-elle fait pour se reconstruire? C'est pour tenter d'y répondre que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. La vie tendance comme ça à culpabiliser, parce qu'on se dit finalement c'est de ma faute ou je devrais mieux réagir à ce qui m'arrive. On a besoin de continuer à expliquer à tout le monde, que ce soit pour les malades, pour les personnes qui souffrent à un moment donné et pour leur entourage, que le regard apporté doit changer. Merci à tous les deux d'être là. Dans un instant, je vais vous présenter le professeur Antoine Pellissolo, qui est psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil. Merci d'être là parce qu'effectivement, Marie a fait le choix de parler à visage découvert de cette maladie invisible. On dit Bipolaire? On dit la maladie bipolaire? On dit comme ça? Le trouble bipolaire, Voilà. c'est... Et on va parler d'ailleurs, effectivement, si vous dites le trouble, parce que un trouble, c'est quelque chose finalement qui est passager. Et vous préférez dire je suis bipolaire. C'est un abus de langage, mais ça vous va. C'est une manière d'assumer. Parce que vous avez longtemps été dans le déni, comme vous dites. Et il paraît que ça touche 800 000 personnes dans ce pays. Et puis il y a ceux qui n'ont pas été diagnostiqués. Et vous nous direz effectivement comment on reconnaît ça, la confusion qu'il peut y avoir avec d'autres maladies. Et puis dans l'entourage, comment ça se passe en général, parce qu'apparemment c'est difficile de mettre des mots. Donc merci d'être là. Blanche, j'ai entendu parler de vous beaucoup pendant cet entretien en tête-à-tête. Vous êtes connue quand vous étiez adolescente. C'est ça, Et donc vous étiez sa meilleure amie et aujourd'hui vous êtes sa belle-sœur. c'est ça. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'était important pour vous que Blanche soit là? Blanche, elle a suivi mon parcours de vie, de vie normale et de vie troublée. Elle a aussi recueilli mes enfants dans des moments où j'étais hospitalisée. Elle leur a parlé. Oui, c'est une personne clé dans l'entourage proche, très fort et extraordinaire que j'ai eu. Alors, vous êtes connue à l'adolescence, vous êtes devenus très amis. Est-ce qu'on peut dire que c'était une amitié fusionnelle à l'adolescence? Fusionnel, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'était une amitié adolescente très forte, ça c'est sûr. Comme je pense on peut en avoir à ces âges-là. Et est-ce que vous pouvez me parler de cette période qui remonte à quelques années, mais au moment où elle tombe amoureuse de votre grand frère, qu'est-ce qui est compliqué à ce moment-là? Beaucoup de choses. Cette transition de l'adolescence à l'âge adulte, cette sensation d'avoir partagé une très forte intimité qui tout d'un coup se donnait à voir dans une autre forme d'intimité. Donc, et puis aussi peut-être le sentiment d'une forme d'abandon aussi, un peu de tout ça probablement. Donc c'est compliqué bien sûr. Alors, Marie expliquait que, au fond, on a parlé de son enfance, son histoire personnelle, le contexte affectif, et puis de cette période-là, effectivement, où il y a une sorte on a dit de tsunami émotionnel, où c'est comme un dilemme sentimental pour elle, entre sa meilleure amie et celui qui deviendra l'homme de sa vie.
Et c'est dans ce contexte-là, on verra tout à l'heure s'il y a des contextes pour des déclenchements de crise, que va se déclencher sa première crise. Vous en avez le souvenir ou vous êtes à ce moment-là un peu éloignés l'une de l'autre? Non, j'en ai un souvenir précis. Moi, je peux parler que de moi. Ce que je vois, c'est la personne que je connais très bien, qui est là et en même temps qui est un petit peu comme hors d'elle, qui a des phases qu'on pourrait qualifier d'un peu délirantes, mais pas tant que ça. Vous avez quel souvenir, par exemple? Des souvenirs de propos très excessifs, mais sur des situations réelles. Donc moi, à l'époque, je ne pense pas maladie, bien sûr. Je pense émotions décuplées, mais je pense qu'elles étaient décuplées. Elle a parlé de tsunami, c'est un mot que vous avez repris. Je pense qu'il est vécu aussi par moi à ce moment-là, comme tel. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est très difficile à décrire. En réalité, répondre à votre question, c'est pas simple. Non, mais c'est pour ça. Et en plus, ça remonte à quelques années. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Au fond, c'est comment on peut aider la plupart d'entre nous à déceler ça, que ce soit pour soi ou pour les autres. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'apparition de ces troubles, notamment parce qu'on va voir que ça a été très long à diagnostiquer, parce qu'on a d'abord pensé que c'était une dépression dans le cas de Marie, et vous me direz la différence. Mais comment on reconnaît ces signes, ces symptômes? Alors, il y a deux choses différentes. Effectivement, il y a l'état de base dans lequel on peut avoir déjà spontanément une forme de cyclothymie, comme on peut dire dans le langage courant, c'est-à-dire d'être un petit peu surréactive aux événements. Alors, c'est pas forcément le signe qu'on a un trouble bipolaire, mais c'est quand même souvent associé au trouble bipolaire. Mais en dehors de ça, quand on va bien, on ne reconnaît pas quelqu'un qui a un trouble bipolaire, puisque dans la vie habituelle, c'est quelqu'un de tout à fait adapté à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de particularité en dehors de l'épisode. Par contre, les épisodes qui sont pathologiques, ce sont des épisodes dans lesquels on perd un peu le contact avec la réalité, où on peut devenir effectivement excessivement euphorique, exalté, hyperactif. Et c'est ce décalage-là qui fait qu'on passe dans quelque chose de pathologique. Et normalement, quand on est dans quelque chose d'intense, les autres le repèrent. À 22 ans, ça démarre par une sorte d'exaltation, et elle a la sensation que voilà, le monde est un monde merveilleux, et elle va parler à tout le monde dans la rue, et à ce moment-là, je lui dis, et je vois pas où est le problème. Elle m'expliquera plus tard qu'il y a des dangers qu'elle ne voit pas, parce qu'il y a une forme de désinhibition. Alors, il y a la désinhibition, en gros, tout est amplifié, tout est too much, on peut dire, c'est trop. Parce que se sentir bien, évidemment, on a tous envie de se sentir bien et d'avoir même des projets, même un peu ambitieux, etc. Mais il y a effectivement le problème des risques qui sont pris, des risques avec la carte bleue, souvent, l'argent, une désinhibition qui peut être parfois dangereuse auprès des autres, c'est-à-dire de les provoquer ou de rentrer dans des comportements à risque. Bon, cette phase-là, elle est à risque. Parfois, elle se passe bien, heureusement, mais parfois, il y a des accidents. Voilà, c'est ce que vous disiez, Marie, c'est que vous disiez on peut mourir de ça dans cette phase-là, parce qu'il y a des comportements dangereux. Et quel genre de comportement dangereux? En fait, on n'a plus de limite. Je vous parlais de tout ce qui est dépenses, par exemple, d'argent. Il y a des gens qui s'endettent quasiment toute leur vie après. Enfin, on essaie de le rattraper, mais parce qu'en gros, il n'y a plus de limite. Bon, j'ai pas d'argent, mais je vais acheter une maison. Bon, je ne sais pas faire telle chose, mais je me sens champion du monde dans tous les domaines, donc je vais me lancer. Alors, les risques immédiats pour la vie, c'est conduire à 200 à l'heure sur l'autoroute, enfin des choses comme ça, parce qu'il n'y a plus de limite. Alors, l'autre particularité dans le cas de Marie, c'est qu'elle dit qu'au fond, comme on avait diagnostiqué une dépression, on lui donnait des médicaments pour les gens qui vivaient une dépression, et elle me disait, ces médicaments-là sont censés booster, mais moi j'étais déjà là, donc en fait le corps médical la regarde en disant ça va, elle est joyeuse la dépressive. Et donc il y a une confusion. Oui. Alors ça, j'espère qu'on a maintenant un peu progressé là-dessus, mais au départ, ce n'était pas évident. C'était il y a 20 ans, oui. Voilà. Alors, une dépression, normalement, c'est vraiment l'inverse d'un état maniaque, donc on devrait pouvoir s'y retrouver. Il y a malheureusement des états qui sont entre les deux, je ne sais pas si vous en avez parlé, qu'on appelle les états mixtes, où on est vraiment, en gros, un mélange des deux. Alors c'est vrai que là, on est un petit peu perdu, mais on sait maintenant que les antidépresseurs, dans ces cas-là, sont fortement contre-indiqués, on préfère les éviter. Pourquoi contre-indiqués? C'est quand même tout à fait ça, c'est fait pour améliorer l'humeur. Quand elle est déjà augmentée, on ne fait souvent que l'amplifier. Alors on pourrait dire, bon, à la limite, effectivement, c'est un état de bien-être, mais malheureusement, quand on a lancé le processus, on sait très bien qu'il va redescendre à un moment donné. Et très souvent, on redescend plus bas quand on est monté plus haut. Et donc, ce qui fait vraiment la souffrance de la maladie bipolaire, c'est vrai que c'est
pas tant l'état maniaque que la dépression qui vient souvent après, ou à un autre moment, hein, et qui est souvent nourri de ce qui a été vécu pendant l'état maniaque, en termes ensuite de culpabilité, d'incompréhension de l'entourage. Donc c'est la succession de ces phases complètement discordantes, hein, puisque ça ne va pas ensemble au départ, qui provoque la souffrance en général durable liée à la maladie. Incompréhension de l'entourage, donc je me retourne vers vous. Effectivement, il a fallu 10 ans, en fait, dans le cas de Marie, pour que ce soit diagnostiqué. Elle dit d'ailleurs qu'il y a un avant et un après dans sa vie. La période d'avant, vous avez quel souvenir justement de cette incompréhension? Il y a des séjours à l'hôpital. Quand elle sort de l'hôpital, on met des mots ou pas spécialement? J'essaye de rassembler mes souvenirs. Je me souviens pas qu'on ait vraiment mis de nom sur une maladie, qu'on ait même parlé vraiment de... Alors si, on parlait de maladie, mais de manière un peu générique. C'est ça, c'est qu'avant le diagnostic, donc 10 ans après la première crise, finalement, si on devait parler de Marie, vous auriez dit quoi? Pour ma part, j'aurais dit c'est quelqu'un d'hypersensible, qui hyper réagit aux situations émotionnelles trop fortes. J'aurais pas parlé de maladie, moi. D'accord. Alors, elle a parlé beaucoup de déni dans son cas personnel, en disant que, vous me disiez, Marie, il y avait du déni de ma part, et il y avait du déni au fond autour de moi. Vous pourriez utiliser ce mot-là aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y avait du déni sans doute de très bonne foi, hein, une méconnaissance avant d'être du déni. Et puis, j'appartenais à un environnement familial dans lequel ces maladies-là, elles n'existaient pas, on n'en parlait pas. Et c'était la volonté qui faisait qu'on était debout ou pas debout, qu'en gros, la volonté pouvait tout. Et j'ai longtemps pensé ça, jusqu'à ce que Marie m'aide à comprendre que, évidemment, ça n'était pas vrai. La question du déni entoure souvent ces maladies-là? Alors, sur les troubles psychiques en général, toujours beaucoup. C'est normal parce que, surtout quand ça commence jeune, ce sont des troubles qui le plus souvent commencent vraiment très jeunes dans la vie. On n'a pas envie de se considérer comme malade, hein. Et puis la lecture qu'on en fait, il y a plein d'autres interprétations possibles, hein. Très souvent, c'est le caractère, le mauvais caractère éventuellement. C'est les événements. On dit, bah oui, avec la vie qu'elle a, enfin, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est normal, enfin, des choses comme ça. Et malheureusement, on a vite tendance comme ça à culpabiliser, parce qu'on se dit finalement c'est de ma faute, ou je devrais mieux réagir à ce qui m'arrive, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui dépasse la personne, qui est une pathologie dont elle souffre à ce moment-là. Marie, vous disiez qu'il y avait un avant et un après le diagnostic. Donc je vais poser la même question à Blanche. Vous direz la même chose, de votre point de vue? Oui. Il y a un avant et un après nom de maladie. Et moi, j'irais au-delà de ça. Ce que j'ai perçu à la place qui est la mienne, c'est il y a un avant et un après acceptation de la maladie. Voilà. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Moi, j'ai perçu vraiment un après. Je suis malade et je serai probablement toujours malade. Mais je peux vivre avec cette maladie. Et ça, c'est le vrai tournant. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Et vous avez la sensation que c'est ce qui s'est passé autour de vous, en général? Oui, dans l'entourage, ils doivent bien comprendre que je suis pas, enfin voilà, je suis plus sûre de moi que je n'étais auparavant. Enfin oui, qu'il y a eu quand même un chemin. Enfin. Et dans votre famille, quand vous rentrez à la maison après un séjour à l'hôpital, qu'est-ce qu'on explique aux enfants? Comment on dit les choses? Chez moi, rien. Chez moi, on n'a rien expliqué. C'est quoi l'explication? Le déni, c'est parce que, je sais pas, il faut aller de l'avant, il faut pas parler de ce qui est douloureux, ce serait sans doute un peu de complaisance, ce serait sans doute, voilà, et voilà, chez moi. Mais bon, après, ça dépend de chacun, hein, mais non, chez moi, on n'a pas parlé de la maladie à mon retour de maladie, ça c'est sûr. Mais j'avais pas envie non plus, hein. C'est-à-dire? Ça vous aidait? Oui, j'avais envie de plutôt oublier ça. Et quand vous recevez des patients qui souffrent de ça, est-ce que vous avez des recommandations
justement, de mettre des mots ou de pas mettre de mots, ou de voir comment ça se passe dans le contexte? C'est une partie essentielle de l'accompagnement et de la prise en charge, c'est-à-dire de comment on vit avec ça et comment on vit avec les autres avec ça. Il y a toutes les réactions possibles, dont celle-là qui est de dire je ne connais pas, de toute façon, on n'a pas appris à l'école ce qu'était la maladie mentale et notamment les troubles de l'humeur. Donc on découvre ça à 40, 50 ans et on ne sait pas comment réagir. Et très souvent, quand on ne sait pas, on reste un petit peu dans le silence. Donc l'accompagnement que nous on propose, c'est évidemment auprès de la personne, mais très souvent auprès des proches aussi. On a même des programmes qui sont faits pour informer de manière un peu structurée, ce qu'on appelle un peu l'éducation autour de la maladie, qui est vraiment important pour ce trouble, parce qu'on avance par étapes. Il y a l'acceptation, il y a aussi se dire qu'on va pouvoir faire des choses pour soi-même, pour les autres, voire même pour les autres patients. C'est une démarche qui est souvent aussi volontaire comme ça, utile. Donc on apprend à vivre avec, surtout quand on va mieux, quand on est stabilisé. C'est quand même plus facile quand on a un traitement qui permet de retrouver quasiment une vie normale et donc de se donner des nouveaux objectifs. D'accord, donc ce que je retiens, c'est quand même des... je ne sais pas si vous saviez, vous, que ça existait, du coup, des programmes d'information pour les gens autour. Oui. Ah, pour les proches. Les deux, oui, les deux. Ouais. Vous en avez entendu parler? La psychoéducation, oui, bien sûr. Mais pour les proches, le fait que les professionnels entourent les proches, en fait. Je ne savais pas. C'est une part importante puisque, heureusement, la vie sociale quand même est un soutien majeur quand on va mal et le fait d'expliquer ce que c'est, parce qu'encore une fois, on n'a pas appris, on ne sait pas ce que c'est. Mais justement, alors, on n'a pas appris et du coup, puisque vous avez choisi d'en parler effectivement pour qu'on comprenne mieux, c'est quoi cette maladie en fait? Alors, c'est ce qu'on appelle un trouble de l'humeur, même si l'humeur ne résume pas tout, mais c'est un dérèglement de l'humeur par moment. Mais on connaît tellement de gens lunatiques qui ne sont pas tous bipolaires. Voilà. Alors l'image qu'on peut prendre, c'est le régulateur de la voiture. Vous savez, sur votre voiture, il y a parfois un régulateur de vitesse qui permet de rester à une vitesse assez stable. L'humeur, quand elle est vraiment accélérée, augmentée, c'est en permanence. Donc c'est votre régulateur qui est réglé trop en permanence. Et donc c'est pas une journée un petit peu d'excès ou d'euphorie, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines parfois en permanence. Donc c'est ça la vitesse haute. Et puis à l'inverse, il y a quand même des dépressions qui font aussi souffrir beaucoup, qui sont d'être au ralenti un peu tout le temps. Et donc le régulateur, par moment il est vers le haut, par moment il est vers le bas, par moment heureusement il reste stable. Mais c'est en plus ce caractère imprévisible qui fait la maladie, c'est que je ne sais pas à quel moment ça va me tomber dessus, c'est dans tous les sens, le caractère imprévisible. Donc c'est avant tout quelque chose qui échappe. Et c'est physiologique ou psychologique? C'est les deux, je vais vous dire, clairement, parce que psychologique, il y a le vécu de ça, il y a les émotions avant tout, l'humeur soit exaltée, soit très triste. Dans l'histoire de Marie, on a la sensation que c'est lié à des moments particuliers d'émotion. Oui, des déclenchements. Il peut y avoir des déclenchements liés aux événements eux-mêmes, mais pas toujours. Il y a aussi des gens qui ont des cycles, comme ça, on a l'impression que ça vient, alors on peut dire biologique, effectivement. Les recherches qu'on fait là-dessus, c'est par exemple la chronobiologie, c'est-à-dire les rythmes qu'on a tous, d'être plutôt en forme le matin pour être bien réveillé, des choses comme ça, et plutôt en forme à la saison où on peut sortir, etc. Probablement, il y a des gènes, et des gènes qui contrôlent des rythmes biologiques qui sont un petit peu déréglés par cette maladie. Et quand on dit génétique, ça veut dire héréditaire? Oui, en partie. C'est un des troubles pour lequel il y a une transmission qui n'est pas du tout automatique et à 100%. Pour donner une image, si vous avez deux personnes qui sont jumeaux, des vrais jumeaux, on dit monozygotes, qui ont les mêmes gènes à peu près, si l'une est malade, l'autre a à peu près une chance sur deux d'être malade, un risque sur deux d'être malade. Alors Marie, vous avez donc écrit un livre. L'objectif, c'était d'être comprise. Et comprise par qui d'ailleurs au moment où vous écrivez? Oh, aussi bien par... alors, il y a tout l'aspect personnel, ma famille, etc. Mais au-delà de ça, les personnes bipolaires et leurs proches. Et leurs proches, qui ne comprennent pas... qui sont démunis, en fait. Donc, voilà, après... Pourquoi vous dites qu'il y a eu un avant et un après, l'écriture du livre? Là, c'est très important, l'écriture du livre. C'est un livre que j'ai écrit avec Hélène Gabert. Ça a été très, très important dans l'acceptation de la maladie pour moi. Parce que j'ai été diagnostiquée à 30 ans. J'ai écrit le livre à 45. Et bien pendant ces 15 ans, je savais que j'étais bipolaire, je faisais mes prises de sang, de dosage sanguin, je prenais mes médicaments, tout ça, j'en parlais à mes proches, mes tout proches, mais c'est tout, ça s'arrêtait là.
Et puis Hélène, elle a eu un rôle important là-dedans. C'est qu'une fois, je la connaissais très peu, et elle m'a dit, moi je suis bipolaire. Je lui ai dit, c'est la première personne hors cercle intime qui me disait ça. De manière naturelle. De manière naturelle. Et je lui ai dit, bah, moi aussi. Et après, on a écrit le livre. C'est que cette acceptation donne le sourire. C'est ça que j'observe. Oui, cette acceptation donne le sourire, oui. Ça veut dire qu'on se comprend soi-même, qu'on s'est approprié sa vie, avec toutes les facettes possibles, et que même, on peut en tirer un petit supplément d'âme. C'est-à-dire? Cette sensibilité écorchée à fleur de peau, on peut en faire quelque chose. Pourquoi pas? En termes de créativité, notamment. Notamment en termes de créativité, oui, ou de compréhension de l'autre, ou de... ça peut prendre plein de formes différentes. Blanche, vous avez lu le livre? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes? Oui. Alors, pas dans les faits, même si c'était amusant pour moi d'accompagner ce parcours d'écriture, je dois dire, puisque Marion m'a fait la confiance de me mettre assez tôt dans la confidence de cette écriture. Et en m'envoyant des tirages de ce petit bout d'écriture, un jour, elle m'envoie un mot en me disant tu vas lire ce qu'il y a dans ce passage-là, probablement tu vas tomber de ta chaise. Et en fait, en lisant, je me suis rendu compte que c'était des choses dont, enfin, c'était en particulier un événement dont elle m'avait parlé à l'occasion d'une hospitalisation où j'étais allée la voir, dans une espèce d'état de semi-délire, et qu'elle avait même oublié que c'était venu dans ces mots, dans ce flot de mots qui vient à ces périodes-là. Et évidemment, je n'avais pas oublié, même si à l'époque, je m'étais posé la question de savoir si c'était complètement réel ou pas, quelle était la part. Et puis dans ces moments-là, on ne pose pas de questions, dans le flot, ça ne s'y prête pas. Et c'est en lisant le livre que j'ai réalisé que ce qu'elle avait dit à l'époque était effectivement quelque chose qu'elle avait vécu. Mais qu'est-ce que, de votre amie, on comprend quand on lit ce livre, à votre avis? On comprend son hypersensibilité, on comprend sa vision de la vie, sa manière de l'embrasser. On comprend cette coexistence qui peut troubler d'une très grande joie de vivre et en même temps de périodes de profonde détresse où on a le sentiment qu'elle s'éloigne, qu'elle est plus accessible. On comprend parfois les réactions qu'elle a pu avoir dans certaines circonstances et qui, sur le moment, peuvent dérouter parfois. On comprend ce qui fait sa richesse, ce qui fait sa singularité. Oui, on comprend presque tout. Oui, Donc c'est réussi. Oui, c'est réussi. Alors, pas de crise depuis 8 ans. Oui. Vous m'avez expliqué plein de choses en me disant votre sensation, c'est parce que vous connaissez mieux, grâce aux thérapies comportementales, que vous êtes capable de repérer les signes assez rapidement, ce qui n'était pas le cas avant, que vous avez eu le temps de faire du dosage de votre traitement. Donc là, je me retourne vers le professeur. Est-ce que c'est quelque chose dont on guérit ou quelque chose qu'on traite, en fait? Alors, on ne peut pas parler de guérison comme ça de manière définitive, parce que ça impliquerait qu'on puisse arrêter les traitements. Et ça, c'est difficile, en tout cas, dans la plupart des cas. Mais par contre, une très bonne stabilisation. Et donc, pour la personne, même si elle prend des traitements, elle peut se sentir guérie. Je pense que dans ce cas-là, on peut parler comme ça quand même. C'est relativement fréquent, et heureusement. Donc au fond, c'est important pour vous d'être capable de diagnostiquer les choses pour prendre en charge. C'est essentiel. Alors, évidemment, ça se fait par étapes. Il y a d'abord se faire aider sur le moment. Mais les diagnostics en question, le problème, c'est que souvent, on procède par photographie à un moment donné. J'évalue la situation d'une personne et ça ne suffit pas pour faire un diagnostic comme ça. Il faut le film, il faut le scénario sur une durée longue. Donc c'est très souvent au-delà de la première période, avec le suivi, les consultations, qu'on va pouvoir concrétiser ce diagnostic. Et là, commencer à traiter. Et heureusement, encore une fois, le gros progrès là-dessus, c'est les traitements médicamenteux qui aident vraiment à stabiliser. Et puis l'accompagnement psychologique qui va permettre de construire sa nouvelle relation à soi-même, on peut dire, hein, comment je vais apprivoiser le trouble et comment je vais m'aider à aller bien. Ça, c'est sur le long terme. Et évidemment, ça passe par un diagnostic, parce que sinon, on aura toujours tendance à dire « mais je ne veux pas voir », et je fais comme si ça n'existe pas. En tant que professionnel de la santé, parce que vous consacrez votre existence à faire en sorte que vos contemporains aillent mieux,
Qu'est-ce que vous ressentez quand quelqu'un fait le choix d'en parler comme ça publiquement ? Alors c'est le témoignage et notamment ce qui est écrit, c'est vraiment essentiel. Parfois, nous on conseille aux gens d'écrire ce qui leur arrive, enfin, la manière dont ils le Parce vivent. qu'ils iront mieux déjà en l'écrivant. Voilà, les journaux intimes, ces choses-là, c'est toujours très utile. C'est ce qu'on appelle le récit, la narration. C'est vraiment utile pour prendre un petit peu de distance avec soi-même. Alors la plupart des gens le font pour eux-mêmes. Le faire pour les autres, c'est-à-dire le diffuser, l'écrire et l'éditer, c'est un plus parce que ça va servir à d'autres personnes. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est là. Je pense qu'on a besoin de continuer à expliquer à tout le monde, que ce soit pour les malades, pour les personnes qui souffrent à un moment donné et pour leur entourage, que le regard apporté doit changer. Marie, un mot. Enfin, en fait, j'insiste sur le rôle de l'entourage, là. Parce que c'est capital. Vous êtes en crise, vous êtes hospitalisé, votre mari ou votre femme s'en va, prend les enfants. Parce que, vous voyez, elle n'est plus en mesure de s'occuper de ses enfants, etc. Et puis, vous perdez le job avec, puisque vous n'êtes plus en état. Vous vous retrouvez vite dans la rue. Hein. Donc, oui, l'entourage, c'est capital. Merci, Blanche. Bon, merci beaucoup. Alors, vous avez fait le choix de me présenter quelqu'un d'important. Je vais vous présenter des gens qui sont importants pour moi. Parce que ils sont un peu comme vous, ils n'acceptent pas la fatalité et ils s'intéressent à ce qui se passe dans cette société dont on dit qu'elle va très mal, mais eux sont focalisés sur les solutions qui marchent ici ou là. Et donc ils vont nous présenter effectivement des initiatives positives, des gens qui trouvent des solutions dans ce pays. Et vous allez me dire si vous comprenez pourquoi ils mettent de bonne humeur. Et d'ailleurs, le professeur est déjà venu ici, il en connaît certains. Et je les vois arriver. Et les voilà, voici Luc. N'a pas décidé. C'est lui. Salut, Anissé. Bonjour. Je vous laisse installer les camarades, je vous les présente un à un. Alors Anissé et moi, on se ressemble beaucoup, comme vous pouvez le constater. Oui. On a beaucoup de points communs. Il y a un point qu'on n'a pas en commun, c'est que moi j'ai un peu la phobie de la technologie et lui adore ça. Il trouve ça formidable. Il pense qu'il y a du bon dans la technologie. Tu as vu, j'ai pas parodié ta parole, j'ai pas dit que c'était l'avenir de l'homme, mais tu penses qu'il y a du bon. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Ouais. Moi, je vais vous parler d'une très belle idée pour ne plus jamais s'ennuyer quand on est tout seul dans sa chambre d'hôpital. Et en plus, ça permet de lutter contre l'isolement. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir de la famille, des amis qui viennent nous rendre visite à l'hôpital. Et en plus, cette idée, elle est tellement évidente qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Ça donne envie ou pas ? Ah bah oui, enfin pas d'être à l'hôpital. Hein. Est-ce que vous avez envie de savoir de quoi il va parler ? Parce que là, il est censé nous donner envie. Il faut passer par l'hôpital pour avoir Une droit belle idée. Bon, en tout cas, c'est pour ceux qui connaissent l'hôpital. Non, tout à Ce sont fait. des périodes longues. Hein. Bon, super. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai l'impression que vous saviez de quoi il parlait. Vous aviez deviné ? C'est des réseaux sociaux, des choses comme ça. Ah, on va voir dans un instant. Il y a un peu de technologie, évidemment. Parce que c'est qu'on parle, forcément, il y a un peu d'Internet. Ok, alors Céline est jardinière. Elle est consciente que le verre, les arbres, la nature, c'est important pour les humains. Et donc, le professeur, je me retourne vers vous pour avoir une caution scientifique, vous confirmez ? Je valide. Et donc, tu vas notamment nous dans parler- les chambres d'hôpitaux. C'est important d'avoir du verre. On sait que la convalescence est plus rapide quand on a une vue sur un parc, quand on a une plante verte. Mais pas seulement. Aujourd'hui, je vais vous parler de sylvothérapie. C'est la thérapie par la forêt, par les plantes. Et vous allez voir, oui, je vois qu'Anissé, Pourquoi tu me de toute regardes façon, il y croit pas du tout. Mais vraiment, c'est la thérapie Moi, par la forêt. je me tourne vers le professeur en permanence pour avoir une caution scientifique. Vous dites ce que vous pensez vraiment dans un instant, dès qu'on en aura parlé. Et puis Luc qui vient du sud de la France, qui garde l'accent pour avoir du charme. En fait, je sais très bien que quand on n'est pas là, il parle français comme vous et moi. Mais il a un petit accent comme ça du Je sud. dirais que le toulousain n'est pas le français. Tu vas avoir une fatwa, toi. Ah, c'est pour avoir du charme, j'ai compris, s'il donne du soleil. Bon voilà, il est intéressé par tout ce qui donne de la convivialité dans cette société, tout ce qui est la solidarité, ce qui crée du lien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Oui, Marie, vous l'avez compris, avec Anissé et Céline, nous, on aime bien vous parler de bonnes idées, de bonnes initiatives qui sont des vraies solutions aux problèmes de notre société. D'accord ? Et vous, vous l'avez dit à Fred, vous souffrez de bipolarité, c'est ça ? Et vous n'êtes pas seul. Parce qu'en France, il y a à peu près, je parle sous couvert du docteur qui est là, 3 millions de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques graves. Et bien aujourd'hui, je vais vous amener à Besançon, dans le Doubs. À Besançon, il y a
un médecin psychiatre, une femme de 63 ans qui s'appelle Marie-Noël Besançon, comme la ville où elle habite. C'est un truc... C'est pratique. C'est pratique, Voilà. comme ça on sait qu'on est là. Elle a travaillé en hôpital psychiatrique et elle s'est rendue compte, elle a obtenu la conviction que ces troubles psychiques dont souffraient les personnes étaient avant tout des troubles relationnels, en fait, des problèmes de relation avec autrui. Est-ce que, docteur, ça peut être quelque chose qui peut vous sembler être logique? Tout à fait, c'est quasiment, peut-être pas la majorité, mais une grande partie de la souffrance concerne la relation à l'autre, évidemment. Et donc cette dame, en 99, avec son mari, qui s'appelle Jean, elle a décidé de racheter un ancien couvent. Et donc, elle a voulu transformer ce couvent en une maison, en fait, où on accueille des personnes qui sont relativement stabilisées, mais qui ne sont pas encore prêtes pour revenir dans la vie de tout le monde. Voilà. Et donc, ça s'appelle la Maison des Sources. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir, c'est toujours, de pouvoir recréer du lien social, de pouvoir faire confiance au pouvoir de la chaleur humaine pour se sentir mieux quand on est malade. Il y a des images? Et c'est un reportage de Rita Schreibig que je trouve très beau. Et vous réagissez juste après, les uns et les autres. La psychiatrie a toujours été prise à part, a toujours été stigmatisée. La psychiatrie, c'est vraiment une très grande discrimination. Je suis psychiatre et en faisant mes études, j'ai rencontré des conditions de vie insupportables et de soins même pour les malades psychiques. Et je me suis jurée de tout faire pour faire sortir les gens de l'hôpital. Bonjour. Vous faites quoi? On fait des sapins, un socle et puis un sapin dessus. Il y a à faire. Oui, il y a à faire. Écoute, on commence par là. Ma pathologie, c'était vraiment que je m'empêchais de dormir. Quand je passais des nuits blanches, plus j'en passais, plus j'étais fier de moi, plus je persévérais, quoi. Et pour finir, je pétais les plombs. C'était... À chaque fois que j'ai fait 3-4 nuits blanches, je me retrouvais à l'hôpital. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça fait le même niveau. Comme des rails de... Parce qu'on peut faire au pif, mais bon, en étant sûr de soi. Je me retrouvais à l'hôpital, j'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'étais en plein rêve et puis j'allais me réveiller. Le meilleur moyen de ne pas rester à l'hôpital et de ne pas y retourner, c'était les invités au festin. Du coup, ça a fait tilt aussi pour moi et je me suis dit, bon, Delphin, là, si tu veux vraiment t'en sortir, si tu veux vraiment retrouver une vie normale, hein, eh ben, c'est la voie royale, quoi. Et en fait, ça l'était. Je me disais, mais ce que je veux, c'est faire un lieu de vie. Mais je n'y arrivais pas, je ne savais pas comment faire. Et c'est là que j'ai rencontré Jean, donc mon mari, et lui qui venait de l'entreprise. Et grâce à lui, on a pu faire ce projet de lieu de vie et d'achat du couvent des Capucins. Tu vois combien, mademoiselle? 1,50. Moi, ce que ça m'a apporté de sortir d'un cercle infernal qui s'appelait la direction financière d'entreprise, voilà. Et puis ça m'a surtout apporté énormément de belles rencontres et de vraiment de me sentir comme un poisson dans l'eau, ici, avec toutes les personnes qui sont accueillies ou qui viennent faire du bénévolat, etc. Je crois que ça m'a permis vraiment de trouver ma vocation. Le but, c'était d'accueillir toutes les personnes en souffrance psychique, seules, inactives, pour leur redonner leur place dans la société, développer leurs capacités, qu'elles créent des liens surtout avec les autres. Bon, ça va, vous faites des affaires? Ouais, ça va. Là, aujourd'hui, on a eu beaucoup de monde. Ah oui, ce ne sont que des bénévoles qui s'occupent de la friperie. Ouais. Et des participants. Et les participants aussi, ouais. Parce que comme on est très peu financé ici, ça nous fait, c'est l'économie sociale et solidaire. Ce qui est bien, c'est le contact régulier avec les gens. Du coup, ça permet de mieux se connaître, de faire vraiment des choses ensemble. Et ça, c'est vraiment du beau partage, quoi. Les gens sont heureux ici, ça se voit. C'est-à-dire que leurs besoins aux gens, ils sont satisfaits. Le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu pour qui ils sont, le besoin d'appartenir à un groupe et le besoin d'être utile aux autres. C'est les 5 besoins fondamentaux de tout le monde, tout être humain. Si ces besoins-là sont satisfaits chez vous, vous allez bien. Ben, pour eux, c'est pareil. Donc ils vont mieux, c'est une évidence. Donc on a prouvé une évidence.
C'est vraiment une famille parce que non seulement on habite ensemble, mais on prend nos repas ensemble. Qui c'est qui a fait la sauce ce soir? Moi, C'est bien, j'ai l'air... avec des épis de Dominique qui Les manettes. Non. Et choucroute. Au bout de 14 ans de galère, y arriver, ça n'a pas été facile. Hein. Je pense vraiment que l'avenir, c'est des lieux comme ça où on n'est pas jugé et on nous donne toutes les possibilités pour réussir. Et quand on a senti ces choses-là, ils nous poussent des ailes à un moment donné. Ça, je l'avoue bien, hein. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. Votre réaction, Marie, et puis celle des autres, évidemment. Ben, moi, je trouve ça très bien. Je pense qu'il devrait... Il n'y en a qu'une en France. Il n'y en a pas beaucoup des structures comme celle-là. Il doit y en avoir plus d'une quand même, non? Comme cela, avec... Alors, pour comprendre, il y a 13 personnes qui vivent à temps plein dedans, qui dorment sur place, d'accord? Et avec un système comme ça, les personnes peuvent rester dormir comme ça, ça n'existe quasiment pas. Je ne sais pas, docteur, si vous savez. Alors, ça n'existe pas de manière spontanée. Là, on sent que c'est une initiative individuelle. Voilà. Alors, on essaye, nous, de proposer, dans le cadre des soins, des structures d'accueil, comme on dit, de ce type-là, qui sont vraiment essentielles. Là, on sent bien l'investissement collectif et puis le rapprochement de la vie normale. Vous allez nous dire effectivement en quoi c'est complémentaire ou en quoi c'est pionnier finalement de ce qui existe déjà. Mais votre réaction spontanée, pourquoi vous dites c'est bien? Bah parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de... Moi, je ne me verrais pas du tout dans ce genre de structure, hein, parce que je suis beaucoup trop individualiste. Mais qu'est-ce que vous sentez là-dedans que vous n'avez pas senti finalement dans des séjours à l'hôpital? En fait, à l'hôpital, on nous propose aussi les activités manuelles, tout ça, etc. Sauf qu'on n'est pas bien du tout. Et que... C'est une période où on n'est pas bien, vous voulez dire? Ouais. Là, c'est possible parce qu'ils sont en phase de stabilisation. Voilà, ils vont déjà mieux. Voilà, donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que cet endroit, ce n'est pas l'hôpital, ça ne se substitue pas à l'hôpital. C'est un sas entre j'étais à l'hôpital, je suis stabilisé, avant de revenir peut-être vivre dans ma famille ou chez moi ou avec mes proches. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement, il y a 13 personnes qui viennent et qui dorment à l'intérieur de cette structure, mais il y en a une centaine de la ville de Besançon qui tous les jours viennent à 8h et repartent le soir. 100 personnes, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous connaissez de ce genre de structure et en quoi c'est complémentaire de ce qui se passe à l'hôpital et en quoi l'hôpital essaie d'évoluer aussi en apportant un peu de chaleur humaine? Bien sûr. Alors, pendant longtemps, on mettait les malades loin de la ville et l'hôpital, ça servait à la fois à soigner et puis à protéger tout le monde, ce qu'on appelait vraiment les asiles. Et ça, heureusement, c'est fini parce que sinon, il y avait des gens qui habitaient, qui vivaient, qui passaient leur vie à l'hôpital pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a eu un balancier un petit peu excessif dans l'autre sens, c'est de dire on n'a plus besoin d'hôpital, il faut que les gens restent chez eux. Malheureusement, dans les phases de crise, il y a souvent besoin d'un soutien qui soit beaucoup plus fort, donc l'hôpital reste utile. Vous avez raison, entre les deux, il n'y a souvent rien du tout. C'est-à-dire qu'on dit, bon, c'est fini l'hôpital, il faut rentrer chez vous. Et là, je ne me sens pas autonome, je ne me sens pas assez bien pour faire les choses par moi-même. Et là, donc, cet intermédiaire qui est partagé, il y a effectivement des échanges et un soutien des autres. Et puis, je suis aidé pour pallier à certaines difficultés à un moment donné, est vraiment pertinent. Alors, on le développe. Ce qui est souvent maintenant utile, c'est que ça parte en gros de la cité. Ça part d'initiatives. Alors, ça peut être la mairie qui développe ça en partenariat avec les médecins, les professionnels. Là, c'est une initiative quasiment personnelle de ces gens. C'est vraiment fondamental qu'on leur apporte, qu'on apporte aux personnes qui souffrent un témoignage de solidarité, on peut dire, et que ça soit officiel. Nous, on fait des choses un petit peu officielles avec les diverses instances, mais quand c'est en plus des associations, des personnes elles-mêmes... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a 50 personnes qui sont des habitants de Besançon, bénévolement, qui viennent travailler dans cette maison, qui viennent proposer des activités. Enfin, je trouve ça assez solidaire. Ouais, c'est très donc de la chaleur, parce que c'est quoi les 5 besoins Alors, ce qu'elle disait dans le reportage de la dame, c'est aimer, être aimé, être reconnu, être reconnu aussi au sein du groupe, se sentir utile aux autres, tout simplement. Et elle disait, si on a ces 5 choses, déjà, on pousse bien, quoi. Dans les besoins primaires, ça vous confirmez? Bien sûr, il y a le lien, c'est le lien social, le fait de faire partie du groupe. Il faut rajouter sentiment d'appartenance?
tout à fait appartenance à un groupe, parce l'être humain est un animal de tribu, social. Donc une famille, un clan, une communauté. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ça se réduit, puisque effectivement la société fait qu'on se sent moins soutenu par les groupes. Bon, il y a aussi le fait de faire des choses qui nous plaisent et donc d'avoir des objectifs dans la vie. Je pense que là, c'est une manière de se rapprocher de ça. Je reprends des activités, du travail manuel ou autre, je me donne des objectifs et je me réalise. C'est quand même un autre pilier fondamental du bien-être. Alors Anissé, tu nous as dit que quand on peut passer de longues périodes à l'hôpital, on s'ennuie et la technologie peut aider les uns et les autres à être en lien. Oui, Frédéric, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui en ce moment sont à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que souvent, la seule attraction, la seule façon de ne pas s'ennuyer, c'est de regarder la télévision. Mais souvent, on se dit, mais c'est étonnant, parce que pendant que je suis en train de m'ennuyer tout seul dans ma chambre, il y a peut-être quelqu'un dans la chambre d'à côté qui a les mêmes centres d'intérêt que moi et qui s'ennuie aussi. Pourquoi on ne pourrait pas faire des connexions ? Alors, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, c'est exactement ça. Comme quoi les réseaux sociaux ne sont pas simplement là pour faire des choses un peu terribles. Je sais que Fred n'aime pas les réseaux sociaux, il pense que c'est assez abominable. Il y a aussi des choses très positives. Je préfère le face-à-face. Voilà. Et bien justement, là, c'est le réseau social qui permet de recréer du lien entre deux personnes par affinité. Donc c'est un réseau social, on s'inscrit, on dit voilà ma pathologie, voilà quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime moins. Et on peut comme ça être mis en relation avec quelqu'un qui est passionné de plantes dans la chambre d'à côté, qui est passionné de partage ou qui veut discuter tout simplement de sa maladie. Et souvent, c'est souvent des gens qui sont dans les maladies chroniques, vous savez, qui viennent régulièrement à l'hôpital pour des dialyses ou qui sont hospitalisés pour de très très longues périodes. Et donc, c'est un réseau social qui permet de faire ce genre de choses, de créer du lien avec d'autres personnes. Quand tu le racontes, on pense à Facebook, par exemple. Et là, c'est un Facebook spécial pour ceux qui sont à l'hôpital. Exactement. Et par exemple, il y avait l'Euro pendant cet été. Ce type de réseau social, ça a permis de mettre en relation des gens qui adorent le foot. Et évidemment, ça a permis de se prendre rendez-vous au même endroit et de regarder un match de foot ensemble. Ou s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre d'hôpital, ils peuvent commenter, et faire des partages directement, commenter les matchs en direct. Ça a permis aussi de créer des couples, parce que ça permet aux gens de se rencontrer. Et on passe beaucoup de temps, on se croise dans les couloirs. Ce genre de choses, ça permet de faire en sorte que les gens se rencontrent également. Il y a des clubs de belote, des clubs de bridge, des gens qui sont des passionnés de bridge, d'échecs, et qui peuvent justement, on se rejoint à 4 heures et on peut discuter ensemble, on peut faire un petit peu de partager notre passion. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle My Hospi Friends. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la partie... Mes amis de l'hôpital, quoi. Mes amis de l'hôpital. C'est complètement gratuit. C'est l'hôpital qui offre le service aux personnes qui sont dans l'hôpital. Dans tous les hôpitaux, ça ? Non, pas dans tous. Il y a une quarantaine d'hôpitaux aujourd'hui. Au CHU, chez vous ? Je ne crois pas, mais je vais m'en occuper. Alors justement, on invite la plupart il y a une quarantaine d'hôpitaux en France aujourd'hui qui l'utilisent. On invite le maximum d'hôpitaux à utiliser ce service. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dehors du réseau social, le fait de pouvoir être communiqué avec une autre personne dans notre chambre, il y a aussi l'aspect divertissement. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, on a souvent ce petit écran, on s'ennuie, on reste des heures assis à ne rien faire. On a souvent ce petit écran. Ça change la vie, quand les enfants, heureusement qu'il y est. Voilà, donc on peut regarder des films, écouter de la musique, voir les informations. Eh bien, ce service propose aussi du divertissement. Donc, il y a certains hôpitaux qui vous offrent, vous la donnent pas, ils vous la prêtent, la tablette. Et donc, on peut regarder des films, écouter de la musique. Et souvent, on parle de déshumanisation de l'hôpital. On parle souvent ça permet d'avoir une petite parenthèse, de parler moins de soins, de moins de thérapie et moins de maladies, et parler un petit peu de confort, d'être un peu plus confortable quand on est à l'hôpital. Alors, je sais que c'était pas tout à fait votre cas, parce que c'est un peu différent ce qui s'est passé, mais néanmoins, souvent à l'hôpital, je suis désolé de vous le dire, mais souvent on pense soins, thérapie, et pas trop confort des liens sociaux en tout cas, même si les choses avancent et évoluent. Votre réaction ? Je trouve ça bien. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que la première fois à 22 ans, c'est vous qui avez demandé l'hospitalisation pour vous reposer. Oui. Et vous aviez une sorte d'image d'Épinal. Voilà. Vous pensiez qu'on allait prendre soin de vous, vous alliez être sur un banc. Bon, et finalement, c'était pas tout à fait ça que vous avez trouvé. Pas vraiment. Donc, dans ces deux initiatives qu'on présente, finalement, c'est un peu vers... Non, mais tout à fait. Et puis, c'est vrai que dans un des hôpitaux dans lesquels j'ai été, les gens se retrouvaient pour jouer au Scrabble, des choses comme ça. Parce que le temps est à tuer. Là, c'est sûr que c'est l'ennemi numéro 1. C'est les journées qui passent, on n'a rien à faire. Alors tout à l'heure, je vous disais que c'était une idée qui était
on se demande pourquoi personne ne l'a eu avant. Bah oui. Alors, ce qui est très amusant, c'est ce garçon qui a eu cette idée. C'est amusant parce que c'est ce garçon, il va Oui. adorer. C'est amusant parce que c'est lui. C'est lui qui a eu l'idée. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un énorme accident de voiture. Sa voiture a percuté un pylône de pont. Donc, il a eu une fracture de la hanche, un poumon perforé, des côtes cassées. Enfin, il est resté pendant 6 mois à l'hôpital. Et c'est en étant 6 mois à l'hôpital qu'il a eu cette idée de fabriquer, de créer ce réseau social d'entreprise, de créer du lien entre les différentes personnes qui sont malades et qui souffrent des mêmes problèmes au même moment. Hein. C'était il y a longtemps? C'était il y a 2 ans. Ça a été créé il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, 40 hôpitaux, notamment des hôpitaux militaires, parce que souvent les militaires, quand ils reviennent du Mali, quand ils reviennent d'Afghanistan, ils sont détachés dans n'importe quel hôpital en France. Donc ça crée du lien à l'intérieur d'un même hôpital, mais ça peut aussi créer du lien entre différents hôpitaux de France. Votre réaction? Alors, je pense que la technologie, c'est un prétexte, là, on voit bien. Ce qui réunit les personnes, c'est ce qu'elles peuvent avoir en commun. Et alors là, au départ, c'est la maladie, on va dire, mais c'est sûrement très vite gommé, parce que, comme vous dites, il y a la passion pour telle ou telle activité qui va faire le point commun. Et ça, on le voit beaucoup dans les réseaux plus larges de patients, hein, puisqu'il y a maintenant des forums spécifiques pour beaucoup de maladies différentes. Et finalement, les gens viennent pour leur maladie, mais très vite, ils font des liens sur oui, qu'est-ce que tu aimes comme sport, qu'est-ce que tu lis, enfin, et ça crée d'autres communautés qui sont là quand même plus positives, parce qu'on dépasse la maladie. Et donc, notre jardinière, Céline, tu vas nous parler de quoi? Parce que tu sais quoi, je ne me souviens plus du tout. Alors, c'est de sylvothérapie. Ah, mais oui. C'est aller bien avec les arbres, enfin par les arbres. Alors, c'est que ça dit quoi? Alors, cette mode, c'est on a vu plein de gens aller faire des câlins à des arbres. Enfin, attends, tu as vu des gens faire des câlins à des arbres? Voilà, mais même dans des parcs. Je ne sais pas si vous avez croisé quand vous allez vous balader dans les parcs. Moi, il m'est arrivé d'apercevoir des gens enlacer un arbre. Alors, c'est vrai qu'a priori, moi, ça me choque pas du tout. Hein, le contact avec la nature, on est tous issus de la nature. Hein, la ville, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Mais alors, du coup, quel est l'effet? Alors, l'effet est prouvé maintenant. L'effet thérapeutique est prouvé. Il est même tellement prouvé qu'au Japon, depuis 1982, c'est devenu la pierre angulaire de leur médecine préventive. On sait que de marcher de 2 à 4 km, marcher lentement de 2 à 4 km dans une forêt, ça diminue la pression artérielle, ça diminue l'anxiété, ça diminue la fatigue. Elle a le trac parce qu'elle parle devant un médecin. Hein, non, mais Allez-y. Cite les études, après. Non, mais la nature, il n'est pas japonais, il est français. C'est bon, mais pourquoi aller faire un câlin à un arbre? Alors, après... Le câlin à un arbre dit qu'on peut se connecter encore plus, que les arbres sécrètent des phytoncides, c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des petites molécules qui sont bactéricides, fongicides, et il y a tout un système de communication. Les arbres communiquent entre eux, les plantes communiquent entre eux. Donc là, le début, on est en train d'étudier toute cette nouvelle science, quelque part. Et on en sait encore très peu de choses. On pense que quand on se met contre un arbre, qu'on respire calmement, qu'on se met dans un état de méditation, quelque part, parce que déjà, il faut choisir son arbre. Et quel arbre tu irais choisir, toi? Est-ce que tu prendrais un chêne pour sa force? Moi, je prendrais avec beaucoup de lichen et beaucoup de mousse pour que ce soit doux, déjà, pas quelque chose qui pique. Je dirais le noisetier pour la sagesse. Ah oui, le noisetier, c'est la sagesse. Et c'est ça, du point de vue de qui? Il n'y croit pas du tout à cette histoire d'arbre. Donc sagesse, toi, noisetier tout de suite. Et donc, du coup, au Japon, ça existe. Ça existe. Les gens, on leur conseille dans quel type de situation, en fait, de faire Alors, en préventif. Et c'est vrai que ce serait peut-être que dans les prochaines années, notre médecin nous prescrirait une balade en forêt. On sait que d'aller se promener, par exemple, dans une forêt de cèdres du Japon, justement, ça, on a la pression sanguine qui diminue. On sait également que les zones, quand on fait des tests en laboratoire de quelqu'un qui va se promener en forêt ou qui reste sous un arbre, contre un arbre, enfin après c'est comment chaque personne se sent, on a la zone émotionnelle du cerveau, de stabilité émotionnelle qui est activée, tout simplement. Donc, alors que c'est pas du tout la même chose quand on va se balader en ville. Quand on va en ville, c'est pas du tout la même zone du cerveau qui est activée. Et puis après, sur l'effet bactéricide, c'est les huiles essentielles volatiles. Donc, quand on se balade dans une forêt de résineux, ça fait du bien aux voies respiratoires, ça fait du bien aux personnes asthmatiques. Et nous, on nous disait ça dans les Pyrénées, d'aller faire ça. Non, c'est vrai, d'aller dans les forêts de résineux, que ça ouvrait les bronches, ça faisait du bien, et voilà. Donc On te le disait en japonais avec l'accent de Toulouse. Non. Au Cameroun, on vit dans la forêt, donc on se pose pas vraiment la question. Ben voilà. Au Japon, ça s'appelle le Shirin-yoku. Le quoi? Le Shirin-yoku. C'est le bain de forêt. Ah, ouais. Et donc, c'est vraiment une thérapie
Bon, réaction d'un psychiatre, professeur, qui est français et pas japonais. Alors moi, je soutiens votre cause. Alors, je n'irai pas jusqu'à justifier biologiquement chacun des éléments. C'est difficile à prouver. Mais par contre, l'effet de bien-être de la nature, alors qui va avec l'activité physique, souvent, comme vous disiez, la marche, la respiration, c'est démontré. C'est démontré. Alors, les chiffres, par exemple, il y a des études récentes. Juste une demi-heure par semaine de parc. Alors, en ville, ça peut être même un parc boisé à l'intérieur de la ville. Ça réduit de 10% le risque de dépression. Ça, c'est prouvé. Alors après, une demi-heure par semaine, 10% de risque de dépression. On va dire c'est modeste. C'est pas avec ça qu'on va tout soigner, mais c'est une partie intéressante. Après, le reste, c'est vraiment que ça rentre en résonance avec quelque chose qu'on a en soi. Vous n'oblierez pas un urbain acharné à aller à embrasser les arbres, ou en tout cas pas les cactus. David Guetta n'ira pas embrasser les arbres. Voilà. Donc c'est là que rentre en compte la disposition de chacun, et il faut que ça soit en harmonie avec soi-même. Marie. Écoutez, ce que vous dites me fait surtout penser à mon mari qui m'a beaucoup emmenée en nature, et je pense qu'il a raison, alors qu'effectivement je suis très urbaine. Vous sentiez des effets justement d'apaisement? Oui, bien sûr. C'est un calmant, oui. Blanche? Donc vous êtes connectée à la nature? Moi, je suis une fille de la ville, donc c'est vrai que pour moi c'est un peu mystérieux, mais intéressant. Et moi, je vais vous dire, je suis un garçon de la ville. J'ai toujours vécu en ville. J'ai atteint un peu plus de 40 ans. À partir de là, quand je suis allé j'ai ce besoin d'y aller en forêt. Ouais, mais je l'avais pas avant. Je le conçois, ouais. Qu'est-ce que ça me fait? Mais je pense à un de vos confrères, Christophe André, qui avait publié justement un article là-dessus où il racontait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je pensais que c'était une intuition. Mais au fond, il suffit de voir quand il fait beau, tout le monde se retrouve dans les parcs, à chaque fois très naturellement. Je crois qu'on a cet instinct-là. Mais je suis assez fasciné de voir qu'une intuition est de plus en plus prouvée scientifiquement. En fait, sur le système immunitaire. Tu avais oui, non, je dis simplement on est tous à peu près à moins d'une demi-heure d'une grande forêt. On a des forêts magnifiques en France. Voilà, donc 75% de la population est à moins d'une demi-heure d'une forêt. Donc pas allez vous balader, voilà. Allez vous balader, et puis connaître la forêt, c'est aussi le meilleur moyen de la protéger et de la découvrir. Puis après. Oui, et puis je rajoute exactement comme toi, restons pas trop longtemps sur nos réseaux sociaux et sur nos écrans. C'est ça. Sortons en forêt. Et là, je la rejoins. Dans ta bouche, ça a du poids. Merci. Merci Élisée. Merci Anissé, merci Céline, merci Luc. Donc voilà, toutes ces idées pour que les gens aillent mieux, évidemment. Professeur Antoine Pellissolo, vous êtes en train de consacrer votre existence à ça. Et j'aime beaucoup parler de ce livre, Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive, avec une préface de Christophe André dont on parlait chez Odile Jacob. Et justement, par rapport au sujet dont parlait Marie aujourd'hui, finalement, la bipolarité, qu'est-ce que vous nous dites finalement ? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Vraiment de comprendre, de reconnaître déjà les signes, c'est vraiment la première étape. Donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Et puis probablement de l'utiliser pour aller plus loin. Vous disiez un supplément d'âme ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive. Et donc quand on l'applique aux pathologies de la psychiatrie positive, c'est avoir soi-même des ressorts qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer son bien-être et donc mieux se protéger contre ces troubles-là. Et on sait très bien que se sentir bien, ça protège aussi contre les rechutes de cette maladie comme d'autres. Voilà, et vous parlez de beaucoup d'autres maladies dans ce livre et revenez régulièrement ici en Amérique quand vous êtes là. Merci beaucoup. Et puis ce livre qui a été, il y a eu un avant et un après dans votre existence. J'ai choisi la vie, c'est le titre. Être bipolaire et s'en sortir, c'est important de le dire. Et donc merci d'avoir accepté d'en parler. Merci pour tous ceux que ça concerne et pour tous ceux, tous les entourages de ces personnes qui sont malades. Certaines le savent, d'autres ne le savent pas encore. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, en tout cas. Merci. Merci vraiment. Et puis comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez bouleversé par le témoignage de Pascal Papé. Derrière ce colosse, star du rugby français, se cache un petit garçon marqué à jamais par une blessure terrible, celle d'avoir été abandonné par sa mère biologique alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Derrière ce traumatisme profond, il a puisé une force pour se construire et exister. Quand je vais au stade retrouver les copains, j'appartiens vraiment à une équipe. C'est des moments où j'oublie tout. J'ai tellement subi dans mon enfance que sur le terrain, je serai le dernier à subir. On est tous avec une étoile au-dessus de la tête. À force de grands coups d'épaule, cette étoile, elle va scintiller. Elle est belle pour moi aujourd'hui.